19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 22 janvier 2020. 19h45 que nous débutons avec ces communiqués de presse de la Confédération générale des syndicats libres du Niger, réunis en session ordinaire le mercredi 16 janvier 2020, à l'effet d'examiner la situation sécuritaire dans notre pays et la sous-région du Sahel. Le bureau exécutif confédéral de la CGSL Niger rend public le communiqué dont la teneur suit. Le 10 décembre 2019, des individus sans foi ni loi ont perpétré une attaque sanglante au niveau du camp militaire d'Inates. 71 de nos soldats ont été sauvagement assassinés et de nombreux blessés enregistrés. Quelques jours seulement après, une autre attaque a été dirigée contre un convoi des agents d'enrôlement de la CENI, entraînant la mort d'une quinzaine de nos forces. Et le 9 janvier dernier, une troisième attaque, et l'une des plus criminelles, a visé le poste avancé de Chinagoder, entraînant la perte de 89 soldats dans nos rangs. Des drames similaires ont également été enregistrés au Mali et au Burkina Faso. La Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL Niger, en ces douloureuses circonstances, adresse ses condoléances émues à l'ensemble du peuple nigérien éprouvé, aux familles des victimes et au FDS. Aussi, le bureau exécutif confédéral de la CGSL Niger apporte-t-il son soutien total aux forces de défense et de sécurité et les encourage dans cette noble mission de la défense du territoire et la sécurisation des populations. Demande au gouvernement de ne ménager aucun effort afin de les équiper de moyens conséquents. Par ailleurs, le bureau exécutif confédéral de la CGSL Niger est profondément surpris de la détérioration progressive de la situation sécuritaire de notre pays en dépit de la présence militaire étrangère et s'interroge sur leur véritable mission. L'on ne saurait admettre et tolérer l'inertie des drones américains et des mirages français quand de tels carnages peuvent s'autoriser en plein jour à moins de 20 minutes de vol de la base aérienne de Barkhane. C'est pourquoi le BEN CGSL Niger demande le départ sans condition de ces bases qui, dans tous les cas, ne sont que des forces d'occupation et l'ouverture d'une enquête indépendante afin de faire la lumière sur les attaques d'Inates et de Chinagoder. Signé Soumela Banya. Le président de la République a procédé hier après-midi à l'inauguration officielle du centre de conférence internationale Mahatma Gandhi, ayant une capacité d'accueil de plus de 3000 places. Une cérémonie réussie par la présence du ministre indien des Affaires extérieures dont le pays a gracieusement offert ses joyaux au Niger. Le résumé de la cérémonie, c'est avec Adam Soumana, c'est les images de Sadou Doumi. Mieux vaut tard que jamais, a-t-on coutume de dire. Le centre de conférence internationale dénommé Mahatma Gandhi, du nom de ce chantre de la non-violence indienne, prévu abriter le sommet de l'Union africaine et de la ZLECAf en juillet dernier à Niamey, est enfin prêt à accueillir de grandes rencontres internationales. Ainsi, la présente cérémonie marque l'inauguration officielle de ce joyau fruit de la coopération nigéro-indienne qui a vu à cette occasion le président de la République décerner des médailles à ceux ayant œuvré inlassablement à l'aboutissement de cet important projet. Cette cérémonie riche en animation culturelle des deux pays a été marquée par d'importantes allocutions, dont celle du président du Conseil d'orientation et de contrôle de l'agence UA Niger 2019, qui a fait une présentation sommaire de cet édifice tout en édifiant l'assistance sur l'homme dont le centre porte le nom, à savoir Mahatma Gandhi. Ce nom donné à ce centre est en lui-même tout un symbole, car Mahatma Gandhi n'est pas seulement un apôtre de la non-violence. Mahatma Gandhi n'est pas seulement le père de l'indépendance de l'Inde, il est aussi le défenseur des opprimés et un acteur infatigable de la promotion et de la protection des droits humains. Qui n'a pas reconnu la forme du fleuve Niger par son tracé sur notre territoire? La calebasse représentative de notre culture commune, ou encore cette colonne
qui rappelle le minerai de la majestueuse mosquée d'Agadez. En marge de cette importante cérémonie, le président de la République a tenu à souligner la vivacité de la coopération entre l'Inde et le Niger et les perspectives qu'offre ce centre pour le pays. Ces infrastructures permettra au Niger de développer une économie de conférence. C'est ça d'ailleurs l'objectif de Niamey-Niala, faire de Niamey une capitale compétitive dans l'accueil des événements internationaux. Je crois qu'aujourd'hui c'est fait avec ce centre, avec ce joyau. Ce centre symbolise aussi le dynamisme de la coopération qui existe entre le Niger et l'Inde. Une coopération qui intervient dans les circonscriptions prioritaires pour le peuple nigérien. Quant aux responsables de la société indienne Sapudi Palonji qui a construit cet édifice, ils n'ont pas manqué de présenter leur société aux Nigériens. Sapudi Palonji is one of the largest construction company of India. Nous sommes des architectes et on travaille avec Sapudi Palonji qui ont créé ce grand bâtiment ici. Et nous sommes très contents d'avoir cette opportunité de travailler avec vous, de rencontrer votre président qui a vraiment une vision merveilleuse et aussi de travailler avec tous les gens ici à Niger. Engineers are on our board. Finally, I like to thank President of Niger. Cet bâtiment, il se donne sur la culture de votre pays, Niger, et c'est une gesture amicable entre l'Inde et Niger. It's a fantastic present to the people of Niger. We had very good experience with the Nigerian people. And they have nous sommes très contents d'avoir travaillé sur ce projet avec vous et on essayerait à travailler à plusieurs projets en avenir. Merci beaucoup, monsieur. Thank you. Thank you. Conference center. Thank you. Avec ce centre de conférence international, le Niger peut désormais dignement et valablement abriter n'importe quelle rencontre. Mahatma Gandhi restera aussi à jamais gravé dans la mémoire collective des Nigériens pour que vive la coopération entre l'Inde et le Niger, deux pays dont les drapeaux ont d'ailleurs une similitude. Je vous rappelle que comme chaque mercredi, vous pouvez suivre votre rubrique hebdomadaire chronique judiciaire. Elle portera sur le thème les demandes de restitution. Ça serait en fin de cette édition. Ouverture ce matin à l'hôtel Noun de Niamey d'un atelier bilan du plan d'action national de la résolution 1325 des Nations Unies au Niger. Cet atelier se tiendra du 22 au 24 janvier 2020. Le compte rendu de cette cérémonie, c'est avec Nafisa Toujakou et Ibrahim Abdou. La présente rencontre marque le lancement de l'atelier bilan du plan d'action national de la résolution 1325 des Nations Unies au Niger. En effet, la résolution 1325 qui fêtera ses 20 ans cette année vise à réduire les conséquences des conflits sur les femmes tout en reconnaissant la nécessaire prise en compte de leur rôle dans la prévention. Cette réunion détermine également l'agenda Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies. Les 20 ans de cette résolution constituent pour nous une opportunité extrêmement importante et une occasion supplémentaire pour mettre en lumière cette thématique, de rassembler les acteurs concernés et de donner un nouveau souffle pour atteindre les objectifs de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Le gouvernement du Niger s'y était déjà engagé en adoptant un premier plan d'action national de la résolution 1325 sur la période 2017-2019. Cet instrument, recommandé par les Nations Unies et utilisé par la plupart des pays membres de la CEDEAO, a dressé le constat selon lequel les femmes représentent le plus grand nombre de victimes des conflits de par le monde en raison de leur accès limité à l'éducation, à la santé, à la gestion et au contrôle des ressources foncières naturelles, ainsi que leur très faible participation aux espaces de prise de décision et des mécanismes de consolidation de la paix. Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a souligné l'importance du plan d'action national. Ce plan d'action national
vise à contribuer à la réduction des conséquences des conflits sur les femmes, tout en reconnaissant la nécessaire prise en compte de leur rôle dans la prévention, le règlement des conflits et la consolidation de la paix. Il s'inscrit ainsi dans le cadre de l'atteinte des objectifs de la politique nationale de genre adoptée en 2017. De façon spécifique, il vise à promouvoir la participation des femmes, y compris en matière de prise de décision, à la gestion et au règlement des conflits, ainsi qu'à la consolidation de la paix. Lutter contre les violences basées sur le genre pendant les conflits. Fournir protection, assistance et formation spécifique aux femmes déplacées ou rapatriées suite aux conflits armés. Il est attendu à la fin de cet atelier organisé par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant avec l'appui d'ONIFAM Niger des recommandations pertinentes pouvant permettre d'engager l'évaluation de la mise en œuvre de la résolution 1325 et l'élaboration des nouveaux plans d'action. La salle de réunion du Fonds de solidarité africain a servi de cadre cet après-midi pour la tenue de la journée de presse organisée à l'occasion des activités commémoratives du 20e anniversaire du Fonds de solidarité africain. Le point avec Asma Oussedou et Aboubakar Souley. Promouvoir le financement des investissements publics et privés et de ses États membres en sécurisant les concours octroyés par les établissements de crédit, faciliter la mobilisation de l'épargne locale et extérieure pour le financement de l'investissement en sécurisant les opérations de levée de ressources sur les marchés financiers et contribuer à l'émergence et au renforcement des fonds de garantie nationaux dans les États membres en vue de renforcer les dispositifs d'appui. Tels sont les objectifs du Fonds de solidarité africaine. Plusieurs activités sont au menu de ce 40e anniversaire. Après 40 ans d'existence, le directeur général fait le bilan des activités menées. L'évolution d'une institution en 40 ans, comme vous pouvez vous en douter, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais le Fonds de solidarité africain, chaque fois que de besoin, a développé des capacités endogènes de résilience de façon à endiguer le stress institutionnel chaque fois qu'il y a une menace de déclin au niveau de l'institution. Grâce au concours des États et grâce à la compréhension de nos partenaires, en particulier les banques et les établissements financiers, d'une part, et les entreprises bénéficiaires de nos interventions d'autre part, nous avons pu relever les défis qui ont jonché le cheminement de notre institution. Et aujourd'hui, je puis vous dire que notre institution se porte très bien. 40 ans au service du financement de l'émergence africaine, le directeur général de l'agence UA 2019 explique le rôle de son agence dans cette institution. L'Union africaine pour être l'instrument politique pour l'Afrique. On avait la CIA qui devait être l'instrument économique, la Banque africaine l'instrument de développement et le FSA devait être l'instrument de garantie pour l'Afrique. Les trois institutions aujourd'hui, elles ont atteint l'objectif d'avoir l'ensemble des pays membres et je sais que le FSA aussi pourrait l'intéresser. Bien sûr que le FSA est plus jeune que toutes les institutions, mais je pense que c'est un pari qui est aussi facilement réalisable. C'est de très général. Nous vous souhaitons en tout cas beaucoup de chance, beaucoup de succès pour les 40 années à venir et je voudrais en tout cas vous féliciter, vous et votre personnel, pour le niveau de performance auquel vous avez placé le FSA. Et comme vous l'avez dit, nous en tant que Nigériens, nous sommes fiers d'abriter le siège d'une institution aussi performante. Ça signifie que les conditions d'accueil dans les pays sont bonnes. On va faire plus, mais nous voudrons que aussi d'autres institutions arrivent pour qu'on ait beaucoup d'institutions à aimer comme siège.
s'affirmer comme une institution forte et innovante, partenaire privilégié des acteurs du développement économique, offrant des produits de garantie et de financement diversifiés, adaptés et compétitifs, telles sont les visions de FSA. L'assistance a eu droit à une projection de la présentation du FSA, suivie de questions-réponses des journalistes. Ce jeudi 23 janvier 2020, c'est une journée porte ouverte qui est prévue au FSA avant la cérémonie officielle d'ouverture qui sera présidée par le président de la République, Issoufou Mahamadou, le samedi 25 janvier 2020. C'était là la journée de presse organisée par le Fonds de solidarité africain à l'occasion des activités commémoratives de son 40e anniversaire. Cela dit, lancement ce mercredi après-midi à l'Académie des arts martiaux du festival inclusif et foire organisé par les personnes en situation d'handicap avec le soutien de Voice. Il se tiendra du 22 au 26 janvier 2020. Abdrazak Léo et Chebou Yisso. C'est une grande première pour ce festival inclusif et foire, l'innovation et l'apprentissage pour l'épanouissement des personnes handicapées. Au programme, animation culturelle, exposition, activités sportives, sketch et autres démonstrations de taekwondo. Ce festival inclusif s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Festival inclusif financé par Voice. On se réjouit, le consortium Audi se réjouit de demander et d'obtenir ce financement-là, car ce financement-là a permis, depuis janvier 2019, de donner la voix aux personnes handicapées et d'autonomiser un certain nombre de personnes handicapées, car le projet intervient dans la région de Maradi, Tawa, Tillabéri et Niamey. Et à travers ce festival inclusif, le projet compte donner encore plus de voix aux personnes handicapées. Nous allons 5 jours durant, en tout cas, assister à des compétitions, à des sketchs, à une foire itinérante, à plusieurs œuvres artistiques. Donc, c'est pourquoi nous vous demandons, en tout cas, les 5 jours durant, de venir chaque fois ici à l'Académie des arts martiaux pour participer et découvrir les merveilles qui seront mises en œuvre par ce festival inclusif qui est célébré sur le thème Nakasa Baka Sawaba, qui signifie en français le handicap n'est pas une fatalité. Une initiative assez originale et plutôt bien accueillie. L'initiative est louable. De certains pays non expérimentés. Et aujourd'hui, avec le consortium Audi Niger, Union nationale des aveugles du Niger et Monayara, ils ont aussi dupliqué le mouvement. Moi, je pense que c'est vraiment extraordinaire. Et puis, ils ont réuni les artisans de partout au Niger et les artistes aussi. Moi, je pense que c'est vraiment un moment de communion où les personnes handicapées peuvent partager leur expérience, en plus de ce qu'elles peuvent partager avec toute la population du Niger. Moi, je pense que c'est une initiative vraiment à saluer. Ce festival inclusif et foire se tiendra du 22 au 26 janvier 2020, de 9h à 18h à l'Académie des arts martiaux, l'occasion pour beaucoup d'artisans de se frotter les mains. Comme chaque mercredi, place à présent à la rubrique de la semaine chronique judiciaire. Elle porte sur le thème les demandes de restitution, un thème qui sera développé par Maître Amani Mustafa. Très bonne réception à vous. À l'occasion d'une procédure pénale, les saisies constituent, pour les enquêteurs ou le juge d'instruction, un moyen privilégié de recherche de la vérité ou de recueillement des preuves. La poursuite de ces
objectifs amènent les enquêteurs ou le juge d'instruction à placer indifféremment des biens sous main de justice. Ces biens souvent peuvent appartenir à la personne mise en cause, à la partie civile, la personne qui prétend avoir subi un préjudice du fait de l'infraction, mais aussi à une tierce personne qui n'a rien à voir avec la procédure. C'est ces situations qui peuvent justifier la mise sous main de justice des biens. Eh bien, naturellement, lorsqu'un bien a été mis sous main de justice, le propriétaire qui estime que ce bien n'a nullement rien à voir avec l'infraction en question ou dont la restitution ne préjudicie pas à la manifestation de la vérité, peuvent demander la restitution du dit bien. Là, il faudra distinguer les étapes de la procédure selon qu'on se retrouve dans l'enquête préliminaire, selon qu'on se retrouve devant le juge d'instruction ou selon qu'on se retrouve devant la juridiction de jugement. À l'enquête préliminaire, c'est le procureur de la République qui est le directeur de l'enquête et c'est lui qui peut restituer un bien mis sous main de justice. Prenons l'exemple terre à terre. Aujourd'hui, une personne est poursuivie. Les enquêteurs ont mis sous main de justice certains de ses biens. Et devant le procureur décide de ne pas poursuivre. Classement sans suite de l'affaire. Eh bien, à ce stade, il n'y a pas de poursuite. Aucun juge n'a été saisi pour se prononcer sur une éventuelle infraction, une éventuelle condamnation et une éventuelle confiscation. Eh bien, c'est le procureur qui a décidé de diriger l'enquête. Eh bien, c'est ce procureur-là qui est compétent pour restituer ces biens saisis par les enquêteurs. Dans la théorie, c'est juste une demande verbale qui est formulée. Si c'était le jour du déferment, le propriétaire ou la personne qui se prétend être propriétaire demande juste au procureur que vous avez décidé de classer sans suite. Eh bien, il y a un de mes biens qui a été mis sous main de justice, je demande la restitution. Le procureur il fait un procès verbal de restitution. La partie qui prétend être propriétaire du dit bien signe, le procureur signe, on lui donne une copie et on lui donne son bien. Si l'affaire est devant le juge d'instruction, eh bien là à ce niveau, c'est le juge d'instruction qui est compétent pour statuer sur les demandes de restitution. La personne qui prétend avoir un droit sur un bien mis sous main de justice formule une requête aux fins de restitution au juge d'instruction saisi de l'affaire. Dans la requête, il doit principalement développer 2 à 3 arguments. Le premier argument, c'est qu'il doit démontrer qu'il est propriétaire du dit bien mis sous main de justice. Le deuxième argument, c'est qu'il doit démontrer que la restitution de ce bien ne peut nullement troubler ou entraver la recherche de la vérité. Eh bien, le troisième argument, c'est qu'il doit convaincre le juge que même s'il y aura une éventuelle décision sur le fond, ce dit bien ne pourra pas faire l'objet de confiscation. Eh bien, dans ce cas, le juge d'instruction saisi apprécie le bien fondé de la demande. S'il estime nécessaire de restituer le bien, eh bien, il va rendre une ordonnance. L'ordonnance rendue par le juge d'instruction peut faire l'objet d'appel devant la chambre d'accusation, qui se trouve être le deuxième degré de juridiction, le deuxième degré d'instruction en matière pénale. Eh bien, cette chambre saisie, soit par le propriétaire ou la personne qui prétend avoir un droit sur le bien mis sous main de justice, si le juge d'instruction ne lui donne pas raison, il peut déférer la décision du juge d'instruction devant la chambre d'accusation. Soit par le procureur qui avait contesté la décision, qui avait contesté la restitution, soit par la partie civile, soit par le civilement responsable. Eux tous, ils ont le droit d'interjeter appel contre la décision, contre l'ordonnance du juge d'instruction. Au préalable, le procureur, si une demande de restitution a été formulée, eh bien on demande au procureur de prendre ses réquisitions par rapport à cette demande. Est-ce qu'il estime nécessaire de restituer le bien, oui ou non? Mais le juge d'instruction n'est pas tenu
de suivre à la lettre ce que le procureur a dit, étant une partie au procès. Si l'affaire se trouve devant une juridiction de jugement, là, cette juridiction est compétente à tout moment de statuer sur une demande de restitution. Il n'y a pas de moment en fait où il faut introduire une demande de restitution. C'est à tout moment. Même si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, eh bien une personne peut formuler au juge de restituer le dit bien. Là aussi, ça se fait par requête. Toute personne qui justifie avoir un droit sur un bien mis sous main de justice, si l'affaire se trouve devant la juridiction de jugement, eh bien la personne peut formuler la demande. Lorsque la décision du tribunal de la juridiction saisie tombe, eh bien toute personne qui conteste, toute personne faisant partie de la procédure qui conteste cette décision peut déférer cette décision devant la cour d'appel. Mais là, il faudra préciser que la cour d'appel ne peut statuer qu'ensemble avec la décision au fond du premier juge. Mais là, il faudra aussi préciser que lorsque le tribunal ou la juridiction saisie statue sur le fond, s'il n'y a aucune voie de recours contre cette décision, cette juridiction demeure toujours compétente pour statuer postérieurement à sa décision au fond sur les demandes de restitution. En termes clairs, cela veut dire quoi? Aujourd'hui, une personne est poursuivie pour une infraction bien précise. Et avant d'arriver au stade du jugement, il y avait certains de ces biens qui avaient été mis sous main de justice. Une décision de relax par la juridiction de fond. Mais la personne a oublié de demander la restitution des biens mis sous main de justice. Ou la juridiction a oublié de statuer sur cette restitution. La procédure est finie, la personne a été relaxée. Eh bien, cette personne peut revenir pour formuler une requête, pour demander la restitution des biens mis sous main de justice parce qu'au préalable, il avait oublié, pendant que le fonds était en train d'être jugé, de formuler cette demande. Eh bien, lorsque la requête arrive, on envoie la requête au procureur pour prendre ses réquisitions par rapport à la restitution. Eh bien là, le juge statue. Et cette décision peut aussi être déférée devant la cour d'appel. À la cour d'appel aussi, c'est le même scénario. C'est à peu près les mêmes règles. Lorsque la cour est saisie, la cour peut statuer sur les demandes de restitution. Même après avoir vidé le fonds, s'il n'y a aucune voie de recours qui a été formée, eh bien cette cour reste compétente pour statuer postérieurement à sa décision au fond sur les demandes de restitution. C'est pour vous dire que la restitution peut se faire devant toutes les autorités, que ce soit devant le procureur, que ce soit devant le juge d'instruction ou devant la juridiction de jugement. Eh bien, l'autre situation, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où un bien mis sous main de justice peut se retrouver confisqué. Il y a des situations prévues par la loi. Si par exemple le bien est le corps même du délit, le corps de l'infraction, ou le bien, c'est le bien qui a permis de faire l'infraction. Si vous prenez par exemple en matière de drogue, une personne a été poursuivie pour trafic international de drogue. Pendant l'arrestation, il avait été arrêté dans un véhicule avec des tonnes de drogue. Eh bien, on confisque la drogue et le véhicule. Après décision de condamnation, cette personne ne pourra pas revenir demander la restitution du véhicule parce que c'est le corps du délit. De par la loi, et la drogue et le véhicule seront confisqués. Si vous prenez quelqu'un qui a été pris pour vol de télévision, on n'a pas trouvé le propriétaire de la télévision et la personne a été condamnée. Du fait de l'absence de propriétaire immédiat, on ne peut pas restituer la télévision parce que c'est le corps en fait du délit. Ou si une personne a été prise pour vol criminel avec, je sais pas, une machette, eh bien la personne ne peut pas revenir demander la restitution de la machette après condamnation. Certes c'est pour lui, mais c'est le bien qui a servi à commettre l'infraction. Ça c'est l'article 11 du code pénal qui a précisé ça.
C'est pour vous dire que on peut se retrouver dans certaines situations où il y a des biens qui ont été saisis, qui ont été mis sous main de justice, dont la restitution s'avère pratiquement impossible. Soit parce que la loi l'a prévu, soit parce qu'après déduction, on se rend compte que c'est le corps du délit, c'est ce qui a facilité ou permis de faire le délit. Donc dans ce genre de situation, eh bien, le législateur peut décider, ou disons la juridiction peut décider de confisquer le bien. Par exemple, il y a aussi l'autre situation, le tribunal de simple police. C'est bien, c'est vrai, on l'oublie presque toujours, mais de par la loi, ça existe. C'est cette juridiction-là qui statue ou qui juge les contraventions. Vous allez me demander, mais ça se situe où? Moi-même, je sais que ça existe dans les textes, mais à ce jour, aucune juridiction de simple police n'a été installée. Mais c'est pour vous dire que ça existe, et c'est à peu près les mêmes règles de fonctionnement pour les demandes de restitution. Espérons que dans les jours à venir ou bien dans les années à venir, cette juridiction verra jour.